Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on passe à la deuxième partie du cours sur l'énergie potentielle électrostatique. Dans la première partie, nous avons commencé par donner l'expression du travail de la force électrostatique que subit une charge dans le champ électrique uniforme entre deux plaques chargées. Et ensuite, nous avons donné un rappel sur la différence de potentiel entre deux points d'une région aurait un champ électrique uniforme. Et nous avons défini une notion très importante dans ce cours qui est le potentiel électrique. Nous avons donné son expression mathématique et aussi donc l'expression du travail en fonction des potentiels. Et aussi, nous avons donné une relation entre l'intensité du champ électrique et la tension, ou bien la différence de potentiel entre ces deux points auraient le champ électrique. Et nous avons fini cette première partie par définir c'est quoi un plan ou bien une surface équipotentielle. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie potentielle électrostatique et pour donc comprendre cette notion d'énergie potentielle électrostatique, on va commencer par faire une analogie avec l'énergie potentielle de pesanteur que nous avons vu dans l'un des cours précédents. Alors, nous avons vu qu'un champ de pesanteur, donc noté par G, c'est le champ gravitationnel, c'est un champ attractif qui s'exerce sur tout corps ayant une masse et se trouvant à proximité de la Terre. Donc, un objet qui se trouve dans un champ de pesanteur, nous avons dit qu'il possède une forme d'énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. Et cette énergie potentielle de pesanteur est liée à l'attraction terrestre, donc elle est liée au poids d'un corps qui se déplace entre donc deux points appartenant au champ gravitationnel ou bien au champ de pesanteur. Donc ici c'est A. D'accord? Donc, nous avons vu que le travail de ce poids, le travail du poids d'un corps qui existe donc dans un champ de pesanteur, est donné par cette expression-là. C'est le produit entre la masse du corps, l'intensité de pesanteur et la différence donc des altitudes du point A et le point B. Et pour l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, donc on va prendre une masse ici, un objet donc qui a une masse m, et bien sûr, il y a une force qui s'exerce sur cet objet massif, c'est la force du poids exercée par la Terre sur ce corps-là. Et voici l'expression vectorielle du poids. Et donc l'objet ici de masse m, il se trouve à une altitude, disons, z. Et donc dans ce cas, l'énergie potentielle de pesanteur, il est donné par cette expression-là. Donc c'est mg fois z, donc l'altitude de ce corps de masse m, plus C, donc qui est une constante qui dépend du choix arbitraire de l'état de référence. Rappelez-vous, donc c'était EPP égale à 0. Donc on détermine cette constante-là en prenant l'état de référence EPP égale à 0. Donc ça, c'est pour le champ de pesanteur. Passons maintenant pour extraire l'expression de l'énergie potentielle électrostatique en faisant l'analogie avec donc, ce que nous avons vu ici dans le cas d'un champ de pesanteur et l'énergie potentielle de pesanteur. Alors nous avons vu, en appliquant une différence de potentiel entre deux plaques chargées, un champ électrique uniforme, il se crée entre les deux plaques. Et nous avons vu qu'une charge, bien sûr, dans ce champ électrique uniforme, il est soumise à une force électrostatique, ou bien une force électrique F égale à Q fois E. Le travail de cette force-là donc, est défini par cette formule-là que nous avons vue dans la première partie de ce cours. Donc, c'est le travail de la force électrique dont le point d'application se déplace de A vers B. Donc, vous voyez ici que par analogie, nous avons l'objet d'étude dans le cas d'un champ électrique, c'est une charge. Donc, l'objet d'étude dans le champ de pesanteur, c'est une masse. Donc, ici, nous avons une masse, ici, nous avons une charge. Ici, nous avons un champ de pesanteur. Ici, c'est l'intensité de ce champ-là. Ici, nous avons un champ électrique. Et E, c'est l'intensité de ce champ électrique. Ici, nous avons la différence entre les abscisses des points A et B appartenant au champ électrique. Ici, nous avons la différence entre les altitudes des points A et B dans le champ de pesanteur. Donc, cette formule-là, elle est similaire à ce que nous avons ici. Et pour extraire donc l'expression de l'énergie potentielle électrostatique, donc on va le faire en regardant à cette équation-là, l'énergie potentielle de pesanteur.
supposons que nous avons une charge Q qui se trouve donc à cette abscisse-là, X. D'accord? Bien sûr, cette charge Q, elle est soumise à une force électrique F égale à Q fois E. Donc, par analogie à ce que nous avons ici, l'énergie potentielle électrique, ça doit être donc l'objet d'étude qui est donc la charge, ici c'est la masse, ici ça doit être la charge, fois l'intensité du champ électrique, et donc ici c'est l'intensité du champ de pesanteur, fois donc l'abscisse de où se trouve cette charge-là, X. D'accord? On va l'appeler X. Et donc l'énergie potentielle électrique est donnée par cette formule-là. C'est le produit entre la charge électrique, l'intensité du champ électrique et l'abscisse où se trouve la charge électrique, plus une constante. Et donc cette constante-là, c'est de la même façon, c'est une constante qui dépend du choix de l'état de référence. Et donc dans ce cas, elle dépend de l'origine des potentiels électrostatiques V. D'accord? Parce que donc E fois X, c'est V, c'est le potentiel électrostatique. Et donc pour déterminer la constante C, on va prendre l'origine des potentiels électrostatiques. On va voir ça dans les exercices. Et donc, vous voyez que le travail de la force électrique et l'énergie potentielle électrostatique, ils sont similaires, donc en écriture, au travail du poids et l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc, ici, nous avons un champ de pesanteur, une masse et le poids, qui est la force exercée par la Terre sur la masse. Ici, nous avons un champ électrique, une charge dans ce champ-là, et la force électrique qui s'exerce sur la charge qui se trouve dans le champ électrique uniforme. D'accord? Donc, en comparant les expressions du travail de la force électrique et la force du poids, on constate qu'il y a une analogie entre le champ électrostatique et le champ de pesanteur. Alors, pour le champ de pesanteur, il s'exerce sur tout corps ayant une masse, et les masses, on sait qu'elles sont toujours positives. Tandis que pour le champ électrique, il s'exerce sur les particules ou sur le corps chargé, et les charges électriques, on sait qu'elles peuvent être positives ou bien négatives. Alors, nous avons vu que E fois X, c'est quoi? C'est le potentiel électrique. D'accord? Donc, si EX, c'est le potentiel électrique, GZ, c'est quoi? C'est le potentiel gravitationnel. Donc, c'est le potentiel dans le cas du champ gravitationnel. Et à partir de ceci, on peut définir maintenant une autre expression pour le potentiel électrique, V. Donc V, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle électrique par unité de charge. Donc de la même façon, ici, le potentiel gravitationnel, c'est l'énergie potentielle de gravitation, ou bien l'énergie potentielle de pesanteur par unité de masse. D'accord? Donc rappelez-vous de ces équations-là, surtout celle-ci. Donc nous avons maintenant V égale à EX. Nous avons une autre définition, donc V, c'est l'énergie potentielle électrique par unité de charge. Donc c'est une autre relation que nous allons utiliser dans les exercices. Maintenant, on va définir proprement l'énergie potentielle électrique. Donc l'énergie potentielle électrostatique d'une charge Q placée en un point G dans un champ électrique uniforme E est donnée par l'expression suivante. D'accord? Donc rappelez-vous de cette équation-là. C'est une équation à retenir. Bien sûr, comme j'ai dit, C, c'est la constante qui dépend du choix de l'origine des potentiels électriques. Et une remarque très importante ici sur l'orientation de l'axe OX. Alors, si donc, le vecteur champ électrostatique est orienté dans le même sens que l'axe OX, à ce moment-là, il faut ajouter ici un moins. D'accord? Donc, je vais l'écrire. Si donc, le vecteur champ électrostatique est orienté dans le même sens que l'axe X, ça veut dire le sens du vecteur unitaire I, alors donc, il faut ajouter ici un signe moins. Mais donc, en général, par convention, on prend toujours le vecteur champ électrostatique dans le sens contraire de l'axe OX. D'accord? Et donc, comme j'ai dit, puisque EX égale à V, donc c'est le potentiel électrique, on peut écrire cette formule-là en remplaçant EX par V. D'accord? Donc, rappelez-vous de ces équations-là. Passons maintenant pour établir une relation entre l'énergie potentielle électrique et le travail de la force électrique. Alors, rappelez-vous que l'expression du travail de la force électrique en fonction des potentiels est donnée par cette formule. Donc, nous l'avons dérivée ici. Et donc, maintenant, on va calculer la variation de l'énergie potentielle électrique entre les points A et B. D'accord? Donc, la variation de l'énergie potentielle électrique entre ces deux points-là, c'est l'énergie potentielle électrique au point B moins l'énergie potentielle électrique au point A. D'accord? Et on va remplacer chaque énergie par son expression en remplaçant donc X par XB
pour le point B et x par xa pour le point A. D'accord? Je vais le faire ici. Nous avons donc l'énergie potentielle électrique au point B moins l'énergie potentielle électrique au point A. Donc ça, c'est la variation de l'énergie potentielle électrique entre A et B. Donc est égal pour donc l'énergie potentielle électrique au point B, c'est Q fois E fois XB plus C. Donc on remplace tout simplement X par XB. Et pour l'énergie potentielle au point A, c'est la même chose en remplaçant X par XA. Il ne faut pas oublier donc le moins ici. D'accord? Donc c'est moins, moins. Alors, donc, remarquez ici que les constantes C, donc, ils vont se simplifier. Et donc, puisque les constantes C se compensent, on déduit que la variation de l'énergie potentielle électrostatique est indépendante du niveau de référence choisi. Donc, elle est indépendante du choix de référentiel. D'accord? Et donc, on peut écrire que la variation de l'énergie potentielle électrique est égale à Q fois VB. Donc, je vais remplacer EXB par VB. Rappelez-vous qu'on veut établir une relation avec le travail, d'accord? Donc on va remplacer EXB par VB et EXA par VA, d'accord? Alors on va factoriser ici par Q, donc c'est Q fois VB moins VA. Donc vous voyez ici que pour la variation de l'énergie potentielle électrique, c'est Q VB moins VA. Pour le travail de la force électrique, c'est Q VA moins VB. Donc on déduit de ça que le travail de la force électrique est égal à moins la variation de l'énergie potentielle électrique. Donc c'est une équation très importante, il faut la retenir. C'est quoi l'interprétation physique de cette équation-là? Nous avons ici le travail de la force électrique égal à moins la variation de l'énergie potentielle électrique. Alors, lorsqu'une charge électrique se déplace du point A vers le point B, le travail de la force électrique qui lui est appliquée, donc la force F, le travail de cette force-là, il correspond à la diminution de l'énergie potentielle électrique. Donc le moins ici, ça veut dire que le travail de cette force-là, il correspond à la diminution de l'énergie potentielle électrique. Et une remarque très importante sur cette équation-là, c'est qu'elle est, valable même si le champ électrique n'est pas uniforme. D'accord? Il est valable même si le champ électrique n'est pas uniforme. Passons maintenant à la dernière section de ce cours, la conservation de l'énergie totale d'une particule chargée soumise à une force électrique. Alors, on va considérer une particule de charge Q et de masse M qui se déplace dans un champ électrique uniforme d'un point A vers un point B. Et on va négliger le poids de la particule et les forces de frottement devant la force électrique F. Ça veut dire que la force électrique F, c'est la seule force qui s'exerce sur la charge Q. Ceci est raisonnable parce que souvent on travaille avec des particules comme l'électron et le proton, et on sait que l'électron et le proton, ils ont des particules, ils ont des masses qui sont très petites. Donc si on calcule le poids de ces particules-là, on va trouver qu'il est très inférieur à la force électrique, l'intensité de la force électrique, et donc on peut négliger le poids devant la force électrique. Alors, d'après le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, donc par définition, c'est la variation de l'énergie cinétique entre les points A et B, donc c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, normalement est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur la charge entre A et B, qui se déplacent donc entre A et B. Donc, puisque la force électrique F, c'est la seule force qui s'exerce sur la charge, et donc on va écrire tout simplement que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la force F. Et nous venons juste de voir que le travail de la force F, c'est quoi? C'est moins la variation de l'énergie potentielle électrique. D'accord? Et donc, à partir de ceci, on peut dire que la variation de l'énergie cinétique est égale à moins la variation de l'énergie potentielle électrique. Alors, ensuite, on va remplacer la variation de l'énergie cinétique par son expression. C'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. De la même façon, pour la variation de l'énergie potentielle électrique, donc c'est moins l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle électrique au point A. Ensuite, nous avons l'énergie cinétique au point B et l'énergie potentielle au point B. Donc, je vais déplacer l'énergie potentielle au point B de l'autre côté, ça va devenir plus l'énergie potentielle au point B. De la même façon, nous avons ici l'énergie cinétique au point A, je vais la déplacer de l'autre côté, ça va devenir plus
l'énergie cinétique au point A. Et ici, nous avons moins avec le moins. Ça donne donc plus l'énergie potentielle au point A. Donc ici, une particule qui a une énergie cinétique et une énergie potentielle, donc la somme des deux, ça donne tout simplement l'énergie totale de la particule. Ici, c'est l'énergie totale de la particule au point B. Et ici, c'est l'énergie totale de la particule au point A. D'accord? Et bien sûr, puisque l'énergie totale au point B est égale à l'énergie totale au point A, ça veut dire que nous avons une conservation de l'énergie totale de la particule. Donc, ils ne changent pas. Ils sont égales donc, au point B et au point A, donc ils ne changent pas. Il y a la conservation de l'énergie totale, donc qu'on va noter tout simplement par ET. Et en remplaçant donc chaque énergie ici par son expression, pour l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré, tandis que pour l'énergie potentielle, c'est Q fois V. D'accord? Donc voici l'expression de l'énergie totale d'une particule qui se déplace dans le champ électrique uniforme E. Donc V ici, bien sûr, c'est le potentiel électrique, tandis que V, c'est la vitesse de la particule chargée dans le champ électrique uniforme. Donc, pour conclure, l'énergie totale d'une particule chargée qui se déplace dans une région de l'espace aurait un champ électrique uniforme sans frottement et soumise à la seule action de la force électrique, il se conserve. Donc, nous avons dit que la seule force qui s'exerce sur la charge Q, c'est la force électrique. C'est pour cela l'énergie totale se conserve. Donc, si on ne néglige pas le poids, donc les forces de frottement, donc c'est une autre histoire. D'accord? Mais lorsque la seule force qui s'exerce sur la charge Q dans le champ électrique uniforme, c'est la force électrique, à ce moment-là, l'énergie totale, elle se conserve. Passons à la section suivante. Donc, c'est la dernière section. Donc, j'ai déjà dit que la dernière section, c'est la section 4. Donc, c'est la section 5, l'électron-volt, une autre unité d'énergie. Alors, pourquoi on veut utiliser une autre unité pour l'énergie? Parce qu'on sait dans le système international, l'unité de l'énergie, c'est le joule. Maintenant, nous avons une autre unité d'énergie. Alors, le travail de la force électrique appliquée à une charge électrique élémentaire est très petit. Donc, nous allons voir dans les exercices, lorsqu'on calcule le travail de la force électrique, donc on trouve des valeurs qui sont de l'ordre de 10 à la puissance moins 15, moins 6, moins 16, moins 17. Donc, des valeurs pour le travail qui sont très très faibles. C'est pour cela, pour ne pas utiliser ces valeurs-là, 10 à la puissance moins 15, 10 à la puissance 20, donc on va adopter une nouvelle unité d'énergie qui s'appelle l'électron-volt. D'accord? Elle est notée par E fois V. Avec E, c'est la charge élémentaire, tandis que V, c'est le volt. Donc, c'est quoi la relation entre l'électron-volt et le joule? Alors, pour l'extraire, on va utiliser l'expression du travail de la force électrique en fonction donc des potentiels. Alors, Q, donc, c'est la charge d'une particule. On va prendre, par exemple, l'électron. Pour l'électron, la valeur absolue de la charge est égale à 1 fois E. Donc, avec E, c'est la charge élémentaire. Et la valeur de la charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Tandis que pour une tension d'1 volt, ça veut dire une différence de potentiel est égale à 1 volt. Donc à ce moment-là, si nous avons une différence de potentiel égale à 1 volt et la charge de l'électron, on trouve que le travail de la force électrique est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules, tout simplement. D'accord? Donc le coulomb fois le volt, c'est le joule. Et cette valeur-là, pour le joule, c'est exactement 1 électron-volt. D'accord? Parce que nous avons remplacé ici Q par 1 fois E et la différence de potentiel par 1 volt. Donc c'est 1 électron-volt. Et 1 électron-volt, en remplaçant E par sa valeur, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, donc ça nous donne cette valeur-là, cette relation-là. Donc 1 électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc dans les exercices, si on veut demander de donner donc la valeur d'une énergie en fonction de l'électron-volt ou bien en joule, il faut donc utiliser cette relation-là pour la conversion, pour convertir l'électron-volt en joule ou bien le joule en électron-volt. D'accord? Alors, on peut dire que l'électron-volt, c'est l'énergie acquise par un électron accéléré par une tension électrique d'1 volt. Parce qu'on sait que le volt, c'est la différence de potentiel électrique qui accélère une charge électrique de 1 coulomb
en lui donnant une énergie de 1 joule. D'accord? Et donc l'électron-volt, c'est l'énergie acquise par un électron accéléré par une tension électrique d'1 volt. Alors, dans le domaine des hautes énergies, on emploie les unités dérivées avec les préfixes kilo, méga, giga, téra. Ça veut dire que le kilo électron-volt, le méga électron-volt, le giga électron-volt et le téra électron-volt. Avec donc 1 électron-volt, c'est 10 à la puissance 3 électron-volt. Le méga électron-volt, c'est 10 à la puissance 6 électron-volt, c'est également donc 1 million électron-volt. Nous avons aussi 1 giga électron-volt, c'est 10 à la puissance 9 électron-volt. Et 1 téra, c'est 10 à la puissance 12 électron-volt. Donc vous pouvez utiliser ces unités-là pour la conversion. Donc ça dépend de l'exercice, des données de l'exercice, bien sûr. Alors, c'était la dernière section de ce cours. J'espère que vous avez compris les notions de base sur l'énergie potentielle électrique et aussi la relation avec l'énergie potentielle de pesanteur et aussi les analogies entre le champ de pesanteur et le champ électrique ainsi que les potentiels électriques et le potentiel gravitationnel. Donc à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.